Yo les artichauts, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Alors, on est du coup sur un concept que j'avais déjà fait, mais c'était pas exactement la même thématique. Enfin, c'est le c'est le concept des vidéos où je parle du coup des vidéos en deux parties, où dans chaque partie je parle de quatre pays. Et du coup la dernière fois j'avais fait les 8 pays qui ont connu la meilleure évolution et enfin qui ont eu le plus gros glow up, c'est-à-dire qui sont passés de pays nuls complètement qui se faisaient marcher dessus par les autres à des pays qui étaient vraiment supérieurs aux autres, qui marchaient sur les autres du coup. Et là, on va voir l'inverse, c'est-à-dire les pays qui ont eu le plus gros glow down. Alors, je pense que c'est vraiment une vidéo qui était assez anticipée, je pense. Enfin, c'est assez évident que si je fais la vidéo des glow up, je vais aussi faire la vidéo des glow down. C'est assez évident, je pense. Mais du coup, je tenais quand même à le faire parce que je trouvais ça très intéressant. Et du coup, on va aussi la faire en deux parties, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, je vais vous parler des quatre premiers et la prochaine fois, je vais vous parler des quatre autres. Voilà, donc vous savez déjà deux des pays qui sont présents sur cette vidéo parce que c'est deux pays qui sont du coup sur la miniature, mais il y en a aussi deux mystères. Et on va commencer par un qui est sur la miniature. Alors déjà, est-ce que je dois vous expliquer ce que c'est un glow down? Du coup, c'est l'inverse du glow up, c'est des pays qui sont passés c'est des pays qui sont passés d'assez puissants, peut-être des empires, peut-être juste des gros pays puissants, à maintenant des pays beaucoup moins bien qui sont marchés dessus par les autres, qui sont peut-être assez pauvres ou peu importants ou qui ont eu des moments compliqués et qui sont en ce moment dans un moment compliqué. Bref, vous avez compris, c'est juste des pays qui sont passés de pays pas mal à des pays pourris, quoi. On va commencer de suite par peut-être un exemple qui paraît pas forcément très évident parce qu'on se dit que ce pays a toujours été un peu pourri peut-être, mais ce n'est pas forcément le cas. Et vous verrez que en vrai c'est après le cas dans chacun des pays de la journée, c'est-à-dire que on peut ne pas croire que ces pays ont déjà eu des phases bien, mais si ils ont tous eu des phases assez impressionnantes. Du coup, on va commencer par un pays qui se trouve sur la miniature, la Colombie. Alors, on va vraiment partir des bases, c'est-à-dire de la début limite de l'existence de ces pays en fait. On va remonter à assez loin. Par exemple, pour la Colombie, on va remonter jusqu'à 1525. Et 1525, pardon, c'était le début de la colonisation espagnole. Alors, ça a été découvert au XVe siècle, la Colombie, mais enfin toute fin du XVe siècle, peut-être dans les années 1490. Mais la colonisation a commencé qu'en 1525, donc voilà. Et presque 300 ans plus tard, en 1819, l'Espagne perd une guerre contre Simón Bolívar, donc c'est vraiment le héros de l'Amérique du Sud, on va dire, euh, qui va du coup valoir à la Colombie son indépendance. Donc voilà, la Colombie obtient son indépendance grâce à le fameux Simón Bolívar. Et le pays est également mélangé avec trois pays actuels, donc l'Équateur, le Venezuela et le Panama, pour former la Grande Colombie. Donc je sais pas si vous connaissez ce pays, c'était une sorte d'empire un peu surpuissant de l'Amérique du Sud, des Amériques du Sud et centrales du coup. C'est un empire qui a duré jusqu'à 1831, alors il était puissant et tout, mais il n'a pas duré longtemps, il a duré que, quoi, une douzaine d'années, ouais, pas fou. Euh, donc la Grande Colombie, pourquoi c'est dissous? C'est à cause de tensions régionales et de différences politiques. Donc vous verrez que à chaque fois qu'on va parler d'empire ou de régions qui sont dissoutes, c'est souvent à cause de ça, hein. C'est souvent les différences politiques et les tensions régionales. Donc voilà. Bon là, du coup en 1931, c'est que l'Équateur et le Venezuela, et c'est en 1903 que le Panama déclare également son indépendance. Et la Colombie, du coup, après ça devient le pays qu'on connaît aujourd'hui, c'est-à-dire la raison pour laquelle on connaît la Colombie, c'est surtout pour les cartels et la pauvreté. Quand on passe à la Colombie, on passe surtout à ça. Il y a beaucoup de drogue. C'est aussi un pays qui est très, 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 enfin, qui a été popularisé par évidemment Pablo Escobar. Alors c'est évidemment pas le président colombien, c'est pas le. Actuellement, c'est vraiment personne en fait. C'est carrément qu'une seule personne en Colombie qui a fait de la merde. Mais c'est la raison pour laquelle la Colombie est connue, je pense. Et c'est pour ça qu'on associe la Colombie avec la drogue et les cartels. Et franchement, c'est pas entièrement faux parce qu'il y en a beaucoup en Colombie. C'est un pays qui souffre beaucoup de ça. Et notamment dans la ville de Medellín, je pense. Et, et voilà. Et aussi, du coup, de la pauvreté. C'est assez répandu en Amérique du Sud en général, mais surtout la Colombie, je pense, on se dit que c'est un pays quand même assez pauvre. Du coup, on peut dire que la Colombie est passée d'un empire puissant d'Amérique latine à un pays qui souffre de son propre peuple. Donc,
à cause des gens colombiens qui font de la merde. C'est la Colombie en entier qui souffre. Et voilà, du coup, c'est un pays qui se fait auto-souffrir, on va dire. Là, pour le coup, c'est pas une histoire de ils sont fait dominer par quelqu'un d'autre et maintenant, du coup, c'est de la merde. Ils sont fait dominer par eux-mêmes, en fait, par une certaine partie du peuple et c'est ça qui est dommage. Et ils ont enfin ils se sont fait dominer par eux-mêmes, quoi. Donc ça, c'était l'exemple, c'était, je pense, la partie, le pays sur lequel j'ai le moins écrit. Parce que là, ça fait un peu moins d'une page. Le reste des pays, ça fait facilement une page. Ça fait plus d'une page chaque truc que j'ai écrit pour les autres pays. Donc, sans plus attendre, on va y aller directement parce que je pense que j'aurai pas le temps de finir sinon. On va passer directement à notre deuxième pays qui n'est pas sur la miniature, donc peut-être que ça va être une grosse surprise, mais on va parler de la Côte d'Ivoire. Et là, on peut se dire, mais à quel moment la Côte d'Ivoire a eu un beau moment? On verra. Donc déjà, on va partir jusqu'en 1893 parce que c'est à partir de ce moment-là que la Côte d'Ivoire devient une colonie française. Donc la France prend le contrôle de la Côte d'Ivoire et en fait une colonie. Et du coup, après, presque 70 ans plus tard, le 11 juillet 1960, c'est à cette date précise que la France donne son accord d'indépendance à la Côte d'Ivoire. Et puis après le 7 août 1960, donc la même année, hein, quelques semaines plus tard, la Côte d'Ivoire obtient officiellement son indépendance. Et dès son indépendance, du coup, la Côte d'Ivoire est rapidement devenue le plus grand exportateur de cacao sur Terre. Donc il y a eu vraiment beaucoup de cacaotiers, je crois que c'est ça l'arbre, donc le truc qui produit le cacao qui permet de faire du chocolat en Côte d'Ivoire. C'est le pays du cacao, le pays du chocolat. C'est vraiment très réputé pour ça. La plupart des barres chocolatées qu'on mange, le cacao vient de Côte d'Ivoire. Ou pas que, et c'est ce qu'on va voir après. Donc la Côte d'Ivoire commence à se forger une richesse sur le cacao. Et une erreur, une grosse erreur de la part de la Côte d'Ivoire. Et c'est franchement, je pense, ce qui fait qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de pays qui sont pauvres aujourd'hui. À ce jour, c'est parce que la plupart des pays font cette erreur et c'est de baser toute son économie sur un seul secteur. C'est de se dire ce secteur va survivre pour toujours et ça va être le nôtre, quoi. Enfin, ça va nous rendre riches. C'est notamment fait surtout avec le pétrole, mais au final, le pétrole devient de plus en plus rare, donc c'est de plus en plus dur de vendre du pétrole. Ce qui fait que c'était pas forcément une bonne idée de baser toute son économie sur le pétrole parce que en fait le pétrole c'est pas une source infinie, c'est-à-dire qu'un jour il n'aura plus et quand il n'aura plus là il y a plein de pays qui seront dans la merde parce qu'il y a plein de pays qui basent leur économie entièrement là-dessus. Et là pour le cas de la Côte d'Ivoire c'est le cacao. Alors, le cacao c'est évidemment ça s'épuise pas autant que le pétrole parce qu'il y a juste à faire planter des arbres, des cacaotiers pour avoir du cacao. Donc ça, c'est pas là le problème. Le problème, c'est que vous doutez bien que les frontières de la Côte d'Ivoire, c'est pas été dessiné sur la région où il y a des cacaotiers. C'est-à-dire que c'est pas qu'en Côte d'Ivoire qu'il y a des cacaotiers. Et c'est ça le problème parce que dans les années 60, la Côte d'Ivoire, c'est un des pays les plus riches en Afrique grâce au chocolat. Mais dans les années 70, c'est les voisins de la Côte d'Ivoire, notamment le Ghana, qui commencent également à vendre du cacao. C'est pour ça qu'il y a aussi des barres chocolatées dans lesquelles le cacao il est marqué que c'est fait au Ghana, quoi. Et donc déjà le Ghana vend son cacao moins cher, technique commerciale. Ce qui fait que la vente du cacao ivoirien chute drastiquement et en plus le prix du cacao lui-même baisse beaucoup aussi parce que c'est de plus en plus réputé, il y a de plus en plus de pays qui font du cacao, donc le prix chute, ce qui fait que inévitablement l'économie ivoirienne s'écroule complètement dans les années 70. Ils ont basé toute leur économie sur le cacao, ce qui a fait que vu qu'il y a d'autres pays qui ont commencé à en vendre, c'était immédiatement le gros bordel. Donc voilà. On peut donc dire que la Côte d'Ivoire se passait d'un pays presque dominant, en fait le pays dominant de la région d'Afrique occidentale, donc sa région quoi. Donc c'est passé de ça jusqu'à un pays qui est connu pour sa pauvreté en fait.
pas pour son cacao, enfin si quand même, mais aussi pour sa pauvreté et aussi pour son exploitation d'enfants très jeunes à aller récolter le cacao justement. Voilà, c'est pour ça que c'est pas forcément ultra. En fait, j'ai envie de dire, euh, peut-être que maintenant ça va, maintenant que j'ai dit ça, ça va peut-être inciter des gens à se dire ah tiens, bah, du coup ça veut dire qu'il faut acheter le chocolat de Côte d'Ivoire pour les aider financièrement. Pas nécessairement parce que en fait c'est clairement de l'esclavagisme d'enfants qui se fait en Côte d'Ivoire pour, enfin de l'exploitation d'enfants qui se fait en Côte d'Ivoire pour faire le cacao, alors que dans des pays comme le Ghana, c'est fait par des volontaires. Et enfin, c'est beaucoup moins épuisant. Et même si c'est vrai que le Ghana est bien plus riche que enfin bien plus riche, significativement plus riche que la Côte d'Ivoire, ça n'empêche que je pense qu'il faut quand même acheter du chocolat du Ghana. Parce que même s'ils ont moins besoin d'argent, en même temps ils font les meilleurs gestes pour leur peuple. Donc voilà. On va passer maintenant à l'autre pays qui se trouve sur la miniature. Et donc ça, c'est une histoire qui est quand même assez connue, mais je pense que je sais pas si vous connaissez tout en détail, donc je vais quand même tout vous raconter. Et ça, c'est le pays où je suis le moins sûr parce que je me dis, c'est pas forcément évident que ce pays a déjà été bien parce qu'on peut croire, même moi en vrai, je peux comprendre le point de vue des gens qui disent que ça a toujours été de la merde ce pays. Ils n'auront pas forcément très tort, mais voilà. On va donc parler de la Serbie et on va remonter jusqu'en 1918 pour avoir toute l'histoire. Alors pas toute l'histoire de la Serbie non plus, hein, ça remonte à bien plus longtemps, mais j'ai pas envie de tout raconter. Juste l'histoire de la Serbie moderne, la Serbie pour laquelle on la connaît et la Serbie qu'on connaît sous un autre nom. Donc on va commencer en 1918, juste après la chute de l'Autriche-Hongrie, après la Première Guerre mondiale, parce que c'était évidemment ils étaient du côté de l'Axe et c'est fait qu'ils ont perdu la guerre et ils se sont fait défoncer. Donc l'Autriche-Hongrie c'était énorme, ça avait presque quasiment toute la région des Balkans, ce qui fait que après la chute de l'Autriche-Hongrie, il y a 3 nouveaux royaumes qui sont formés, je pense, du coup au royaume croate, slovène et serbe. Et les trois royaumes se sont unis ensemble et ont même proposé à la Macédoine du Nord de venir avec eux pour être plus fort. Du coup, ça, c'est la création de la Yougoslavie. C'est principalement de ça dont on va parler, de la guerre de Yougoslavie. Pourquoi il y a une guerre? Parce qu'au fil du temps, il y a eu des divisions religieuses et culturelles qui sont installées entre les groupes ethniques de Yougoslavie, donc ce que je viens de dire, donc Slovénie, Croatie, Bosnie, pas Bosnie, pardon, Serbie et Macédoine. Ce qui fait que le 17 août 1990, c'est officiellement le début de la guerre de Yougoslavie. En juin 1991, il y a la Croatie et la Slovénie qui ont déclaré leur indépendance. Alors ça, je vais pas vous faire tout le speech de comment s'est passé l'indépendance de la Croatie et de la Slovénie. En fait, ça, je vais pas du tout en parler, je vais juste mentionner comme ça parce que j'en ai déjà parlé dans la première partie. Non, enfin, dans ma vidéo sur les meilleurs glow-up parce que la Croatie était présente dans cette vidéo et du coup j'ai parlé déjà de la guerre de Yougoslavie et de comment la Croatie a obtenu son indépendance. Du coup on va pas s'attarder sur ça parce qu'en fait la guerre de Yougoslavie n'a pas que eu la Croatie et la Slovénie à obtenir l'indépendance, il y a tous les autres aussi. Donc on va s'attarder sur les autres plutôt. Du coup on va aller d'abord en janvier 92, c'est la date où la Macédoine a déclaré son indépendance. Là il y a eu aucune guerre, c'était juste qu'ils ont déclaré l'indépendance. La Yougoslavie elle a dit ok parce que de toute façon la Macédoine, en fait, c'est un groupe qui est complètement différent du reste. Je vous avais dit du coup que quand l'Autriche-Hongrie s'était rompu, c'est la Slovénie, la Croatie et la Serbie qui ont été formées. La Macédoine existait déjà, c'est juste que vu que c'était un pays un peu faible, ils ont été invités dans la Yougoslavie. Mais du coup, forcément, ils ont eu aucun problème à partir parce que ils ont vraiment techniquement aucun lien en fait avec la Serbie, la Croatie, tout ça, donc il y avait aucune raison. Oui, enfin je dis la Serbie surtout parce que la capitale de la Yougoslavie c'était Belgrade, donc la capitale de la Serbie actuelle. Et la Yougoslavie c'était clairement un pays dirigé par la Serbie. C'était la Serbie et tous ses petits potes. Mais par contre, en avril 92, lorsque la Bosnie déclare son indépendance, là il y a le début de la guerre de Bosnie, donc qui oppose la Bosnie à la Bosnie. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Ça oppose plus particulièrement
la Bosnie-Herzégovine à la Bosnie serbe, la République srpska. Donc aujourd'hui, tout le monde connaît, je pense, la Bosnie-Herzégovine, mais il y a un pays indépendantiste en Bosnie-Herzégovine qui s'appelle je vais pas y arriver, la Republika Srpska, et c'est en gros Srpska, c'est serbe en bosniaque, donc enfin en serbe, c'est serbe en serbe. Et c'est du coup la Bosnie serbe, c'est la Bosnie habitée par les Serbes, parce que les Bosniaques, c'est un groupe ethnique, c'est surtout des Croates en fait. Il y a les Bosniaques croates et il y a les Bosniaques serbes. Il n'y a pas de vrais Bosniaques, entre guillemets, il n'y a pas de Bosniaques. C'est soit des Croates, soit des Serbes. Et du coup, il y a eu cette guerre entre les deux et qui existe toujours encore, mais s'ils sont plus en guerre, c'est juste qu'ils s'entendent pas bien. Euh, bon, du coup, vous avez bien compris que c'est la Bosnie-Herzégovine qui a gagné. Donc, c'est en décembre 95 que c'est la fin de la guerre de Bosnie. Et en 1996, la Yougoslavie reconnaît officiellement l'indépendance de la Croatie, la Slovénie, la Bosnie et la Macédoine. Donc, si vous connaissez bien vos pays de Yougoslavie, il n'en manque plus que 4 en Yougoslavie. La Yougoslavie n'est plus que composée de la Serbie forcément, ainsi que du Kosovo, du Monténégro et de la Voïvodie, pardon. Euh, Mais c'est en 98 que se passe la guerre du Kosovo, parce que le Kosovo, en fait, alors c'est un cas particulier parce que la Serbie, le Monténégro et la Voïvodie sont tous les trois habités par des Serbes, c'est des gens serbes à la base, mais le Kosovo, c'est pas des Serbes, c'est des Albanais. Donc forcément, ça cause un petit peu de problème parce qu'encore une fois, le Kosovo, à la base, ils auraient même pas dû être dans la Yougoslavie, parce qu'en fait, la Yougoslavie, c'est que des pays slaves, tous sauf le Kosovo. Le Kosovo, c'était le seul qui n'était pas slave, c'est un pays albanais. Je ne sais plus que c'est le groupe ethnique des Albanais, mais il me semble que, en tout cas, c'est sûr que c'est plus proche des Latins que des Slaves. Donc, forcément, c'est un peu compliqué. Au final, le Kosovo restera aux mains de la Yougoslavie. En 2006, le Monténégro a déclaré son indépendance grâce à un référendum. Donc, il y a eu un référendum au Monténégro s'ils voulaient obtenir leur indépendance. Il me semble qu'il y a eu pareil, donc il y a eu un référendum forcément au Kosovo, non pas au Kosovo du coup, au Monténégro et en Voïvodine pour l'indépendance. Et le Monténégro a dit qu'il voulait devenir indépendant, la Voïvodine a dit qu'elle voulait rester en Serbie. Euh, et le Kosovo forcément n'a pas eu le droit parce que il y a eu la guerre de Kosovo et c'était un peu compliqué. Donc voilà, ils ont dit non, ben donc toi t'es puni en fait, Kosovo. N'empêche qu'en 2008, le Kosovo a déclaré son indépendance clandestinement. Voilà, ils ont fait un geste à moitié illégal, on va dire, c'est-à-dire qu'ils ont dit qu'au final, non, ben on est indépendant, en fait, on est albanais et vous n'avez pas voulu nous l'accorder, mais si on est clairement albanais, en fait, donc calme-toi. Du coup, ça veut dire que à ce jour, la seule région ex-yougoslave à ne pas avoir déclaré son indépendance à la Serbie, c'est la Voïvodine qui est restée sage, même si j'ai comme un feeling que il y a bien un jour où la Voïvodine va se dire non mais en fait la Serbie ça me casse les couilles, moi je veux être pote avec la Croatie, la Bosnie et la Slovénie en fait. Donc voilà. Je pense que ce jour va arriver et là je pense que la Serbie va être vraiment au plus bas. Donc je pense qu'on n'est pas encore au plus bas, ça peut encore tomber un peu plus bas dès que la Voïvodine se bougera le huc. C'est chiant à dire ce mot Voïvodine. Bref. Et plus récemment, en 2024 ou même 2025, c'est voilà, la Serbie a connu des émeutes d'étudiants parce que je sais plus trop ce que c'est l'histoire, mais à la base c'est parce que il y avait une histoire d'un train qui avait écrasé quelqu'un. Enfin bref, je sais plus trop ce que c'est l'histoire, mais c'est parti dans tout un bordel et maintenant et les étudiants sont juste contre le gouvernement serbe en général. Et le gouvernement serbe forcément ne fait rien pour eux. Et là, c'est toute la Serbie qui est en train de se révolter. Voïvodine y compris, je dis ça, je dis rien. Du coup, ça fait que la Serbie est de plus en plus dans la merde et qu'ils aggravent les choses au fil du temps. Et du coup, on peut dire que la Serbie est passée de la Yougoslavie, une union assez puissante, connue, vraiment très réputée. À la base, c'était une union pour en fait faire la force pour unir justement les peuples slovènes, croates et serbes. Et à ce jour, en fait, ils sont divisés complètement.
c'est un concept qui n'a pas marché, la Yougoslavie, qui n'a pas du tout marché. Ils ont même essayé de s'unir avec les Macédoniens, mais les Macédoniens et les Albanais, mais bon, ça c'était forcément une cause perdue. Enfin, les Albanais serbes, quoi. Ça, c'était une cause perdue. Et maintenant, la Serbie, c'est un pays qui a de plus en plus d'ennemis, de plus en plus de pays, enfin de gens indépendantistes dans des régions comme le Kosovo, avant du coup le Monténégro, la Voïvodine, tout ça, la Bosnie avant aussi. Et ça fait que la Serbie, c'est un pays aujourd'hui qui est assez réputé. J'ai envie de dire à cause du Kosovo en fait. En général, quand on parle de la Serbie, c'est soit pour parler du coup de ces fameuses émeutes, soit de l'indépendance du Kosovo. C'est jamais pour dire oui la Serbie c'est bien, c'est toujours pour dire oui la Serbie ils sont dans la merde. Voilà. Et on va terminer cette vidéo avec le frère jumeau en fait, enfin la sœur jumelle d'un pays qu'on avait fait dans la vidéo Glow Up, mais l'équivalent Glow Down. Dans la vidéo Glow Up, je vous avais dit que la Corée du Sud, c'était un pays qui se faisait dominer par sa sœur jumelle du coup au nord, la Corée du Nord. Mais que après que le Japon ait délocalisé ses entreprises, certaines de ses entreprises là-bas, ils ont développé ils se sont développés dans le secteur de la tech. Ils ont fondé des entreprises et ils sont devenus très 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 puissants, le 5e pays avec les meilleures forces militaires, au-dessus du Japon, au-dessus de la Corée du Nord, au-dessus non pas de la Chine, mais voilà. Et maintenant, du coup, vous avez compris, on va parler de la Corée du Nord. Alors, on va remonter cette fois-ci à 1910. La dernière fois, je t'ai remonté que jusqu'à la guerre de Corée. Maintenant, on va passer jusqu'à 1910 parce que je pense que pour comprendre pourquoi la Corée du Nord a de l'owdown, il faut expliquer déjà tout en fait depuis le début de la Corée en général. Alors que la Corée du Sud, c'était plus simple. Fallait juste dire, voilà, ils ont perdu la guerre de Corée, machin. La Corée du Nord, on va approfondir un petit peu plus parce que je pense qu'il y a plus de trucs à dire. Donc le 22 août 1910, le Japon a pris le contrôle de la péninsule coréenne, donc c'était l'empire japonais. Sauf que le Japon a perdu la Seconde Guerre mondiale, euh, ce qui fait qu'ils ont aussi perdu le contrôle de la Corée. Maintenant, c'était plus que leur petite île qu'on connaît aujourd'hui, enfin leur petite île, non, leur grand archipel, mais qu'on connaît aujourd'hui. Donc les mêmes territoires. Avant, ils avaient les Philippines, le Vietnam, la Malaisie, l'Indonésie, la Chine, ils avaient tout ce qu'ils voulaient. Maintenant, c'est beaucoup plus faible. C'est quand même pas mal, mais beaucoup plus faible. Et en 1945, la partie nord de la Corée a été occupée par l'URSS. L'URSS, ils ont vu là-dedans une possibilité de créer un conflit. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Eh bien, ils l'ont fait. Ils ont juste occupé la partie nord. Alors, ils auraient clairement fait avec la France qu'ils avaient occupé toute la Corée, mais ils avaient la flemme. Ils se sont dit, on prend que la partie nord, au-dessus de la 38e latitude. Latitude, longitude, je sais plus. Et il a transformé cette région en pays communiste. Et après, forcément, la Corée du Nord, en tant que bon pays communiste, voulait unifier toute la Corée. Comme ça, c'est plus simple. Et du coup, c'est en 1950 qu'a débuté la guerre de Corée. Sauf que après le 27 juillet 1953, il y a un armistice stipulant que la Corée resterait divisée qui a été signé. Donc déjà, on peut se dire que première remarque, si l'URSS n'avait pas été là, en fait, la Corée aurait été unifiée. Parce que je pense que beaucoup de gens disent oui, mais la Corée du Nord, la Corée du Sud, c'est des peuples complètement différents. Non, c'est des Coréens. C'est juste qu'il y en a qui se sont fait manipuler par l'URSS pour devenir communistes et les autres ils se sont pas fait avoir, ils sont restés plutôt du côté du Japon, on va dire, du côté des gentils, quoi. Voilà. Du coup, les alliés de la Corée du Nord, forcément, c'était l'URSS, donc maintenant la Russie et la Chine. Donc des alliés forcément assez puissants. La Corée du Sud, certes, ils avaient quand même les États-Unis, le Japon, tout ça. Mais bon, la Chine et l'URSS ensemble, c'est ouais. Donc je vous rappelle qu'à l'époque, Chine et URSS pays le plus grand sur Terre, Chine pays le plus peuplé sur Terre. C'est quand même des alliés très 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 importants, je pense. Forcément, ça faisait que la Corée du Nord était beaucoup plus puissante que celle du Sud. Mais du coup, dans les années 70, je vous en ai parlé dans la première vidéo, la Corée du Sud a créé des entreprises populaires et c'est devenu une puissance globale. La Corée du Nord, la Corée du Sud, pardon, a obtenu une influence globale et a surpassé la Corée du Nord un peu partout en fait.
Donc militairement, alors pas en termes de taille, ça c'est vrai, mais en termes de population, ils ont dépassé, en termes d'alliés, ils ont dépassé, en termes de économiquement, militairement, ils ont dépassé partout. Aujourd'hui, la Corée du Nord, c'est un pays pauvre et sans aucune liberté. On peut donc dire que la Corée du Nord s'est passée de la meilleure partie de la péninsule coréenne, en fait, avec des alliés puissants et une richesse assez incroyable, à un pays pauvre avec un régime autoritaire et un pays juste, en fait, inférieur à la Corée du Sud sur tous les points. Et c'est sur ça que je vais conclure. Donc, dans cette vidéo, on a vu que la Colombie, c'était un empire qui s'est fait, qui est tombé dans son propre piège, qui s'est auto-détruit, on va dire. La Côte d'Ivoire, l'erreur que la Côte d'Ivoire a fait, c'est que ils ont basé leur économie sur un seul secteur qui s'est très vite dégradé, ce qui fait que leur économie s'est écroulée. La Serbie, leur problème, c'est qu'ils ont essayé de s'unir avec les mauvais peuples, parce qu'en fait, c'est des peuples très différents et ça a fini par leur retomber dessus, parce que ces peuples ont mangé en fait tout ce qu'ils pouvaient du territoire yougoslave et au final, ça laisse la Serbie euh, en tant que tout petit État, beaucoup plus petit que la Yougoslavie, qui n'a même pas de côte, qui n'a même pas de plage, voilà. Et la Corée du Nord, c'est un pays qui s'est fait contrôler par l'URSS et tout comme l'URSS, et ça s'est effondré parce qu'ils ont essayé de rentrer en compétition directe avec la Corée du Sud. Mais sur la compétition de qui a été plus fort par exemple, entre l'URSS et les États-Unis, vu que les États-Unis existent encore et que l'URSS n'existe plus, euh, on peut dire qu'on sait qui a gagné. Euh, et du coup, ça veut dire que évidemment, la Corée du Nord a eu le même sort que l'URSS, vu que eux, ils existent toujours. Voilà, donc tous ces pays se sont fait prendre au piège. Ils ont cru être plus malins que les autres, ils ont cru être plus puissants que les autres, mais au final, le monde extérieur les a rattrapés assez vite. Et c'est pour ça que j'ai envie de dire, le message de cette vidéo, c'est ne pas avoir les yeux plus gros que le ventre, parce qu'il y a beaucoup de pays pour lesquels c'est le cas. Et du coup, j'ai envie de faire un message du coup directement aux pays qui a les yeux plus gros que le ventre, enfin aux deux pays qui ont les yeux les plus gros que le ventre, presque, j'ai envie de dire plutôt. C'est-à-dire les États-Unis juste au-dessus de moi, juste là, et la Russie, dont je n'ai pas le drapeau dans ma chambre pour des raisons évidentes. Euh, les États-Unis et la Russie, alors les États-Unis, c'est un pays qui veut toujours plus de territoire, qui veut toujours plus d'argent, qui veut toujours plus dominer les autres. Et la Russie, pareil, c'est un pays qui veut toujours plus d'argent, toujours plus de territoire. Ça se voit notamment avec l'invasion en Ukraine et toujours plus d'alliés, toujours plus, toujours plus. C'est des pays qui veulent toujours plus. Mais je pense que au final, en fait, tout ce qui est en train de se passer, c'est que la Russie est en train de perdre la confiance de ses grands alliés, notamment la Chine, un des plus grands alliés de la Russie, qui a au final condamné l'invasion en Ukraine. Donc on peut voir que la Russie a à peu près perdu le contrôle, l'emprise qu'elle avait sur la Chine. Et les États-Unis sont en train de perdre des alliés à vue d'œil. Je pense notamment du coup à l'entièreté de l'OTAN en fait, qui n'a plus confiance aux États-Unis. Les seuls voisins que les États-Unis ont, donc le Canada et le Mexique, ont également perdu confiance, notamment le Canada pour des raisons évidentes. Et ça fait que ça m'étonnerait pas que ces deux pays chutent lamentablement, parce que il n'y a pas tous les autres 180, je sais pas, 190 et des poussières pays qui vont se soumettre aux désirs de la Russie et des États-Unis. Parce que c'est comme on peut voir en fait avec l'Ukraine. L'Ukraine ne se rend pas à la Russie, mais l'Ukraine n'accepte pas non plus une négociation des États-Unis, ce qui fait que c'est un pays qui se bat contre ces deux grandes puissances qui veulent toujours plus. Et voilà, donc c'est pour ça je pense ça c'est des exemples quand même pas très très vieux. Alors certes la Colombie bon 1903 d'accord, mais les autres c'est Côte d'Ivoire dans les années 60, Serbie dans les années 90 et Corée du Nord dans les années 70. C'est pas des exemples très très vieux. Donc ça prouve que autant un glow up en général,
Maintenant, il y en a de moins en moins. C'était surtout au début des années 1900, mais des glowdowns, il y en a de plus en plus. Du coup, c'est un peu chaud. En fait, c'est un peu chaud en ce moment parce qu'il y a beaucoup de pays qui ont des glowdowns. Et en fait, la vidéo des glow-up, j'ai j'ai envie de dire que j'ai pas trouvé assez de pays parce que j'ai quand même inclus le Salvador dedans, alors que je pense que en y repensant très très bien, si j'avais dû modifier un truc dans la vidéo, je me serais, je pense, cassé le crâne à trouver un autre pays que le Salvador parce qu'en fait, je pense que c'était pas forcément une très bonne idée. C'est beaucoup trop tôt pour dire que le Salvador est un glow-up, parce qu'en fait, ça peut très très vite retomber dans la merde. Ça fait que 3 ans que ce glow-up est là, donc je pense que c'est très possible qu'il ne dure pas du tout. Donc je regrette un peu. Mais en fait, les glowdowns, ça arrive beaucoup plus souvent. Là, franchement, je sais que je dois faire des vidéos que de 8, c'est mon concept. Et je vais pas le changer à la deuxième vidéo, ce serait un peu con. Enfin, le deuxième concept. Mais franchement, il y avait tellement de pays possibles. Enfin, il y avait des dizaines de pays qui ont connu des glowdowns qui étaient envisageables. Et j'ai pris que les plus intéressants. Et pour moi, ces cas-là, les 8 cas que j'ai choisis, c'est vraiment des cas très très intéressants. Alors que dans les glow-up, il y avait pas forcément des cas que intéressants. Il y avait l'Argentine, par exemple, c'était pas un cas fifou. J'ai juste mis parce que ça marchait assez bien. Donc voilà, j'ai envie de dire que il y a plus de glow down que de glow up en ce moment sur Terre et c'est assez triste parce que ça veut dire en général en fait le monde est en train de glow down. Le monde est en train d'évoluer à l'inverse, de faire une chute libre limite. Mais bon, je vous donnerai d'autres exemples du coup dans la deuxième partie de ce concept de cette vidéo. Et en attendant cette vidéo-là, qui j'espère va sortir la semaine prochaine, on espère bien. En attendant, je vous souhaite déjà je vous souhaite une bonne semaine à tous parce que je le dis jamais, mais franchement j'espère que vous avez passé une bonne journée, j'espère que vous passerez une bonne semaine jusqu'à la prochaine vidéo. Et jusque là, moi je vais vous quitter, je vais vous dire bye bye bye.